Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ce matin, la politique et communication et la communication politique épousent l'époque. Le général de Gaulle parlait à un journaliste qu'il avait choisi. Georges Pompidou citait Éluard en conférence de presse. Valéry Giscard d'Estaing parlait au coin du feu avec son épouse Anémone lorsqu'il ne jouait pas de l'accordéon. François Mitterrand déposait des roses au Panthéon. Jacques Chirac mangeait des pommes. Les femmes et les hommes politiques cherchent de tout temps à parler au plus grand nombre et à tout le monde. Cyril Hanouna incarne l'époque entre Robin des Bois et Bart Simpson. Un trublion des années 2000, enfant de Coluche et du chômage, sans idéologie, discours ou baratin. Une envie, aider, un devoir, faire le show, une obsession, plaire, balance ton poste, accueille Marlène Schiappa vendredi, mariage cathodique pour le meilleur et pas pour le pire. On est ensemble ce matin pour évoquer évidemment Cyril Hanouna qui était ce matin chez Jean-Pierre Elkabbach. Nous sommes avec Zineb El Razoui, bonjour, vous êtes journaliste. Bonjour également à Christine Kelly, vous serez sur le plateau de Balance ton poste vendredi. Vous connaissez bien cette émission? Très bien, je Balance suis là depuis ton le poste, début. Oui. Qui est une émission particulière dans la galaxie de Cyril Hanouna parce qu'on ne peut pas dire que ce soit une émission de pur divertissement. Absolument pas de divertissement, c'est une émission d'actualité et on a l'habitude de recevoir qui les Gilets jaunes, qui des membres du gouvernement. Et quand je dis que c'est une émission de l'époque, c'est le fils d'une certaine manière aussi de Polak. Cette émission, en tout cas, est dans la suite de Polak, une agora où chacun peut s'exprimer. Sauf que Cyril, qui est un animateur qui vient du divertissement, alors que Polak venait du journalisme. Exactement, c'est ça la différence. Bonjour Patricia Balme. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du cabinet de conseiller en communication, donc vous nous direz si c'est un bon coup pour Marlène Schiappa. Tout le monde parle de ça. Donc en com, l'important c'est de faire parler de soi? Non, pas forcément, justement. Et l'absence est aussi une très bonne posture de communication politique. Gérard Leclerc, journaliste politique classique, qui a grandi dans un milieu où effectivement c'était les journalistes politiques qui interrogeaient les hommes politiques. On a vu le changement, effectivement, c'était il y a une vingtaine d'années à peu près, où petit à petit, effectivement, les politiques sont allés dans des émissions qui étaient au départ plutôt des émissions de divertissement. Gérard Carreau est avec nous. Même chose, même remarque, vous avez grandi dans une autre époque, forcément. Oui, mais il faut savoir s'adapter à son époque. Et moi, j'avoue que ça ne me choque pas du tout. Ce type de rencontre, comme on dirait aujourd'hui, un peu improbable, entre des personnages comme Cyril Hanouna d'un côté et comme Marlène Schiappa de l'autre côté. Pourquoi? Parce que d'abord, le débat, c'est une bonne chose. Moi, je suis pour le débat. J'ai toujours été un homme de dialogue et de débat. Et je préfère que les gens se débattent ensemble plutôt que se balancer des projectiles sur la figure. Donc, dans cette phase aujourd'hui où on parle de débat, moi je suis pour tous les débats. Tous les débats, y compris d'ailleurs, par exemple, je vois que Macron va éventuellement avoir, éventuellement dans le débat qu'il aura demain, va avoir Laurent Wauquiez. J'espère qu'il y aura un mini-débat entre Macron et Wauquiez. Et qu'il y en aura d'autres comme ça. J'aimerais aussi entendre Marine Le Pen ou Mélenchon face à Macron. Alors là, c'est plus classique parce que c'est deux hommes politiques ensemble. Mais dans une ambiance. Mais je veux dire, Hanouna n'est pas mon idole. Hanouna, je veux dire comment je le vois souvent. Quand j'attends un film sur la chaîne où il opère en général, souvent il déborde d'un quart d'heure. Et ça m'énerve, j'attends le film. C'est comme ça qu'il le découvre. Mais je regarde Hanouna du coup. Bon, je pense qu'il touche un public qui n'est pas forcément le mien, mais il touche un public de jeunes, un public différent, plus large, et que c'est pas mal comme un politique ou une politique comme cette ministre d'aller s'affronter. Alors, ce qui me gênait un peu, c'est qu'elle soit co-animatrice. Mais je crois qu'il a rectifié. Mais on n'a pas le monopole, nous, les journalistes, de l'animation des débats sociétaux. Et pour tout vous dire, Cyril, dans cet exercice, il est excellent et il a même surpris plus d'une personne. Philippe Bilger. Est-ce qu'on doit donner un avis aussi court que celui de Gérard? On vous imagine un peu conservateur ou réactionnaire sur Vous une avez position raison. comme ça. D'abord, je ne raffole pas de la ministre en question, dont les propos en général m'agacent. Bon, mais là, Cyril Hanouna, je l'ai toujours défendu parce que je trouve que c'est un histrion. Pas du tout dans le sens péjoratif, qui a beaucoup de talent. J'ai failli venir vendredi dernier et puis il m'a annulé. Mais je trouve que c'est tout de même... Parce que vous ne vouliez pas vous déguiser peut-être. Non, c'est très dangereux, Pascal, tout de même, parce que lorsqu'on conjugue le divertissement et la politique, en général, c'est la politique qui se met au niveau du divertissement et pas l'inverse. Et je ne crois pas que qui que ce soit vendredi soir, après avoir entendu, malgré la présence de ma charmante voisine, se dira « j'ai compris davantage
l'intérêt de la joute nationale. Faut attendre. Parce que, oui, Faut attendre, je d'ailleurs, j'en faut doute. attendre par définition. J'en doute. Mais là où je suis pas d'accord avec vous, c'est qu'aujourd'hui les gens sont matures, les gens décodent, les gens sont plus intelligents parfois que vous ne pensez. Ils savent bien précisément qui est Cyril Hanouna, qui est Gérard Carrérou, qui est Gérard Leclerc, qui est Jean-Pierre Elkabbach. Ils savent bien qui joue quel rôle dans la société. Eh bien là, Pascal, je vous trouve étrangement optimiste. Tout de même. Mais c'était Oui, pas alors, Cyril vous Hanouna. informez. Moi, là où je suis Dis-le, d'accord. mais après on écoute Cyril Hanouna qui était chez Jean-Pierre tout à l'heure. Là où je suis d'accord avec vous, Pascal, c'est qu'il faut peut-être attendre de voir l'émission pour en préjuger, pour en juger, je veux dire. C'est la moindre des mais ce qui, voilà, ça c'est la moindre des choses. Mais on peut d'ores et déjà se poser certaines questions. Ce qui pose problème, c'est d'abord, c'est le style. Cyril Hanouna, et c'est le fait justement d'être entouré de chroniqueurs qui vont faire de l'humour, qui vont prendre avec des involtures des sujets qui sont très sérieux. Il n'y a pas du tout d'humour dans cette émission. C'est du tout C'est pas touche pas à mon poste ce soir. Il y a pas C'est du tout vraiment d'humour. une émission sociétale avec des personnalités qu'on ne voit pas toujours ailleurs. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes gens qui étaient dans l'émission. Ne touche pas à mon poste. Non, bien. d'abord ne touche pas à mon poste. Donc c'est d'autres chroniqueurs qui sont, j'ai envie de dire, bah oui, peut-être plus Voilà. proches du C'est pour ça qu'il public. faut voir pour juger, parce qu'en fait, je pense que cette levée de bouclier, elle est basée sur l'émission la plus populaire, Balance ton poste, donc c'est ce qui fige, c'est ce qui détermine le style Hanouna aux yeux des gens. Et Marlène Schiappa a donné deux arguments majeurs, c'est un, il touche 700 000 personnes, et il touche 700 000 personnes qui sont absentes des chaînes d'information, qui ne lisent pas le journal, qui ne s'informent qu'en regardant Cyril Hanouna. Il faudrait peut-être aussi les ramener au débat. Bon. Mais Oui, c'est mais pas- bon. c'est une série. Alors, je vous propose on écoute d'abord Cyril Hanouna. Il était chez Jean-Pierre Elkabbach ce matin. On va pouvoir commenter. On a plusieurs passages, évidemment, qu'il a dit. Je vous propose cette première séquence. Je pense que tout le monde doit tendre la main à ceux qui sont les plus démunis. Aujourd'hui, il y a le grand débat qui a été lancé par le gouvernement. Nous, on a essayé, avec notre émission Balance ton poste, le vendredi soir, de relayer le débat tous les vendredis, de relayer ce qui se passait même sur les événements des Gilets jaunes, de l'acte 1 à l'acte 10. Mais vous allez au service du gouvernement ? Pas du tout. On n'est pas au service du gouvernement. Nous, au contraire, on est au service des téléspectateurs, donc des Français, du peuple et des Gilets jaunes. Alors, Ce n'est pas- pour suivre cette émission, Patricia Ban, c'est vrai que le public, au fond, ou en tout cas une partie du public de Cyril Hanouna, c'est aussi les gens qui sont parfois sur les ronds-points. Donc pourquoi il s'est engagé dans ce mouvement-là, ou en tout cas qu'il a donné une lisibilité, une parole, c'est parce que c'est aussi les gens qui nous regardent, qui le regardent. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais le sujet ou le problème pour moi n'est pas Cyril Hanouna. Le problème, c'est Marlène Schiappa, la ministre, qui se rend dans cette émission. Alors évidemment qu'elle est ciblée, une émission qui fait 700 000 téléspectateurs au minimum, elle a tout à fait raison. En revanche, on est dans la politique spectacle. Et si vous me donnez un instant, je vais vous parler de quelque chose dans les années 80. En 84, Yves Montand fait une émission qui s'appelle Vive la crise. Mais il est acteur. Et il décide de faire une vulgarisation de la politique économique. En 87, Bernard Tapie fait une émission qui s'appelle Ambition, et qui est une émission destinée à donner le moral aux gens pour parler du succès. Bernard Tapie, à l'époque, a redressé des entreprises et il a donc une vraie légitimité. Bernard Tapie n'est pas encore un homme politique à l'époque. Qu'est-ce qui se passe ? Votre consoeur Michel Cotta, présidente de la haute autorité, au bout de 5 émissions, décide de l'arrêter. Attendez. Non, mais laissez-moi. Patricia, il y a 30 Mais ans. justement, laissez-moi terminer. Ah oui, mais... Et en fait, pourquoi... Le monde a changé, oui. Mais attendez, Ça ne nous a pas vous allez échappé. comprendre mon argumentation. Pourquoi décide-t-elle de l'arrêter ? Parce qu'elle dit l'émission sert les intérêts de Bernard Tapie. Eh bien, en ce qui concerne Marlène Schiappa, qui va aller dans une émission populaire qui sert les intérêts du gouvernement, qu'est-ce qu'il va se passer pour elle ? Elle va être confrontée, premier exemple, à la curiosité. Les gens vont y aller pour voir. Deuxième chose, les moqueries sur les réseaux sociaux Mais on s'en qui ont fiche déjà des commencé. réseaux sociaux, Non, on Patricia s'en fiche Ban. pas. Mais si. Mais non. Je veux dire, Mais si non. vous êtes otage des réseaux sociaux. Mais dans le Mais cas nous de ne sommes Marlène pas Schiappa, otages. je Mais sais bien, si, elle elle est est ministre. les réseaux sociaux, Elle tout le monde se fait insulter. Elle est ministre de la 5e République. Et alors Eh bien, c'est de la politique spectacle. Et mais la politique spectacle. Alors là, pour le coup, la politique Elle est spectacle, partout. elle a commencé. C'est d'ailleurs un député radical, je cherche son nom, qui avait inventé ce terme. Il a écrit 2 bouquins. François là-dessus. Gérard Schwarzenberg. Schwarzenberg.
Schwarzenberg. Voilà. Roger Gérard. Il a été Roger Gérard Gérard. Schwarzenberg, qui est toujours d'ailleurs toujours parlementaire. Sociologie Il politique. travaillait jusqu'à 4 heures du matin, rue Il a Guillemert. inventé dans les années 80, L'état spectacle. il y a Il était 40 très ans, bon, le bouquin. il a décrit la politique. Depuis, on peut dire qu'elle n'a fait que... C'était un concept audacieux à l'époque. Aujourd'hui, elle n'a fait que croître et embellir. Et part dans la politique spectacle, est-ce que c'est Macron qui fait 7 heures sur toutes les chaînes info ou bien c'est Marlène Schiappa qui va chez Hanouna? Excusez-moi, on peut se poser la question aussi. Tout est spectacle. Pourquoi dire d'avance que cette émission... Carrément. Non, pourquoi dire d'avance, là je trouve que la critique est injuste, pourquoi dire d'avance que cette émission est au service du gouvernement et au service de Macron? Pas du tout. Ah, mais je l'ai pas dit. Ce n'est pas mon propos. On a l'impression qu'on reproche à un ministre d'aller dans cette émission pour donner un côté officiel, un côté... au fond, c'est au service du gouvernement. C'est vrai, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, attention, pas co-animatrice, parce que ça donnerait l'impression qu'elle va diriger le débat. Gérard Leclerc. Que la ministre participe à l'émission, je trouve ça sincèrement tout à fait normal. Le seul point, effectivement, sur lequel je suis tout à fait d'accord, c'est quel va être son rôle. Si c'est de la co-animation, là, il y a un problème, parce qu'un ministre n'est pas un animateur de télévision. Mais si elle est là, comme l'a dit ce matin Cyril Hanouna, pour pour entendre les propositions des Français et ensuite aller les répercuter, les porter au gouvernement, il n'y a pas, à mon avis, il y a pas de souci. Écoutons deux Mais trois on passages verra avec l'émission. avant de donner la parole à Christine et à Philippe Bilger. D'abord, hier, elle a été interrogée au Sénat. Écoutez cet échange qui est assez savoureux. Parce que les arguments sont terribles. Moi, je trouve que Marlène Schiappa, elle était excellente en fait dans sa réponse. Et très, très maligne pour le coup, parce qu'elle maîtrise bien la com. Monsieur le Premier ministre, est-ce avec votre accord que Madame Schiappa participe à ce talk-show pour le moins surprenant? Je vous remercie pour votre question, tout en bienveillance et tout en nuance. Je vais essayer de vous répondre sur le même ton. Vous déplorez que l'on parle à Cyril Hanouna et vous-même, vous consacrez votre temps de parole au Sénat à parler de Cyril Hanouna. Ça me semble assez surprenant. Vous auriez pu parler de sujets dits sérieux, comme par exemple la semaine... Mais faites dans la modération pour une fois, hein. Bon, Gérard Larcher, pas très cool. Voilà, pour une fois. Mais Pascal, ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que c'est Marlène Schiappa qui a proposé à Cyril Hanouna cette émission il y a plus de 2 semaines. Avant-hier, Cyril Hanouna, l'équipe de la production, ils vont voir Marlène Schiappa pour dessiner justement le contour de cette émission. Oui, elle va avoir un rôle, pas de co-animation, mais en même temps de co-animation, parce que là, son rôle de messager, elle sera là pour récolter un petit peu les propositions qui seront faites sur le plateau. Comment ça a commencé? Cyril Hanouna, dans Touche pas à mon poste, ce qui est intéressant, c'est que le téléspectateur, les gens viennent frapper à sa porte. Et voilà la question qu'il faut se poser. Pourquoi les gens, le téléspectateur, les ambulanciers, les gilets jaunes viennent frapper à sa porte en direct et pas ailleurs, pas sur les autres émissions? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Les ambulanciers viennent frapper à sa porte, on veut parler dans votre émission. Les gilets jaunes viennent frapper à sa porte, on veut parler en direct dans votre émission. Voilà parce qu'ils ont le sentiment qu'ils seront écoutés. Alors, on a reçu aussi ici quand même. Je sais. Simplement, l'émission n'a pas le même écho que l'émission de Et là, Hanouna, il a ouvert sa porte, il a modifié toute son émission. Touche pas à mon poste pour le faire. Et après, dans Balance ton poste, il n'a fait que ça. On lui a reproché au départ de ne pas recevoir des membres du gouvernement. Alors, il a reçu Mounir Majoubi, il a reçu des membres du gouvernement, il donne la parole aux Gilets jaunes tous les vendredis. Ils sont 20, ils sont 30, ils parlent, ils disent... Peut-être trop d'ailleurs, c'est une question aussi qu'on peut se poser. Peut-être que cette parole a été trop donnée. Mais en même temps, c'est équilibré. C'est pour ça qu'ici, toutes les questions sont libres, je le dis. Oui, et pourquoi c'est équilibré, Pascal? Parce qu'il y a un membre du gouvernement, Mounir Majoubi, qui d'ailleurs, ce jour-là, un jour, il a accepté la proposition d'une Gilet jaune de pouvoir faire un stage chez elle. Tout le monde en a parlé après sur les chaînes info. C'est là que ça s'est passé. Et puis, c'est intéressant de voir qu'il y avait, il y a tous les chroniqueurs qui ont des profils aussi différents pour interroger et canaliser le débat. Autre passage de Marlène Schiappa, et moi je trouve qu'elle touche juste là encore une forme de mépris de classe. On en a parlé ici, moi je l'ai dit. Les Gilets jaunes, ils étaient invisibles, on ne les entendait pas, on ne les voyait pas. Regardez, les plateaux télévision, c'est toujours effectivement les chroniqueurs, c'est toujours des gens qui sont plutôt formés, disons-le, plutôt des journalistes. Voilà, et qu'effectivement il y a parfois une forme de mépris de classe. Elle le dit et je peux être d'accord avec elle. Écoutons-la. Les Français ne seraient-ils pas assez subtils ou assez intelligents pour avoir besoin de ce type d'émission?
Madame la sénatrice, il y a des centaines de milliers de personnes qui regardent toutes les semaines l'émission de Cyril Hanouna. Est-ce que ces centaines de milliers de personnes sont des citoyens comme vous et moi, comme les gens qui écoutent France Culture, comme les gens qui regardent Arte? Eh bien, ce grand débat national, il vise à parler à tous les citoyens. Il n'y a pas de citoyens de seconde zone, Madame la sénatrice. Le mépris de classe d'une intelligentsia et d'une forme d'élite politique qui voudrait s'arroger la seule responsabilité politique et la seule capacité à accéder au débat politique et au débat public, c'est ce mépris de classe qui a nourri en partie le mouvement des Gilets jaunes. Alors là, c'est très démago. Mais vous dites démago, elle est gilet jaune là. Elle est gilet jaune. Pascal, d'abord, c'est une façon de dire que mais que l'audience de l'émission en question, l'audience de Cyril Hanouna est composée de je ne sais qui, mais en tout cas, voilà, de gens qui ne sont pas accessibles à d'autres formes d'émissions, qui ne sont pas dans la citoyenneté, qui n'auraient pas pu participer au débat en remplissant le cahier. Alors, il y a beaucoup de sentimentalisme dans l'argument en disant, mais eux aussi, ce sont des êtres humain, le public de Cyril Hanouna aussi doit être entendu, mais c'est une évidence. La société française... Vous dites démago, c'est ça ce mot, moi il m'insupporte. C'est un mot valise, démago, il m'insupporte. Parce que, d'abord, pourquoi cette catégorie de population est la seule qui mériterait une émission, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas s'adresser à elle par un autre canal, par les canaux par lesquels on s'adresse à l'ensemble des Français qui regardent d'autres types d'émissions. Alors, je trouve qu'il faut séparer cet argument du bien fondé de faire une émission chez Philippe Bilger, pourquoi dites-vous démago? Moi, je voudrais que vous m'expliquiez ce qu'est démago. Moi, je n'ai pas dit démago. Je ne dirais pas démago. Si vous l'avez dit, en même temps que vous l'avez dit, je vous entendais dire démago. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce que je trouve discutable dans l'argumentation de Marlène Schiappa, c'est le fait que pendant au moins 15 jours, le gouvernement a traité avec condescendance, voire mépris, les Gilets jaunes. Il a fallu du temps pour que tout à coup, on se rende compte qu'ils représentaient un mouvement qu'il fallait écouter. Et en ce sens-là, je trouve totalement discutable la leçon démocratique qu'elle donne. Vous savez quel est le problème aussi? C'est que j'ai peur qu'à un moment donné, il y ait une saturation du gouvernement et de l'exécutif. Est-ce que trop, ce n'est pas trop? Le président va encore s'exprimer là, à Valence, dans la Drôme. Et là Madame encore, c'est l'époque. Patricia Ball, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy parlait tous les jours. Non, pas 7 heures d'affilée, en 2 fois, en 4 jours. Non. Mais il y aura on avait changé les règles pour Nicolas Sarkozy. Il y aura peut-être une saturation après toutes ces émissions. C'est possible. Moi, je suis pas d'accord avec cette espèce démago, vous dites démago? Ah, pas du tout, justement. Moi, je pense qu'il y a une sainte colère là qui s'est exprimée autour de ce plateau, et d'ailleurs dans la presse aussi, et même un peu dans le questionnement de mon ami Jean-Pierre Elkabbach. Je crois quand même que c'est un peu notre arrogance. Je dis je veux dire par là l'arrogance de ceux qui sont considérés comme les médiateurs officiels, les sachants, les journalistes d'un certain niveau, et par rapport à Cyril Hanouna. Et on a tendance à regarder avec condescendance, avec un mépris, pas de classe, mais un mépris quand même de situation culturelle, un peu culturelle. Ce clown, en gros, c'est quoi? Ce clown, maintenant, va se mêler d'un débat aussi important que le débat politique. C'est l'enfant de Coluche. C'est l'enfant de Coluche. Et moi, ça m'énerve. Donc, ça m'énerve, cette sainte colère que vous avez. Je trouve qu'il y a une forme de mépris. Il n'est pas le problème, Cyril Hanouna. Ce n'est pas Cyril Hanouna. C'est l'ensemble Hanouna. C'est la ministre, c'est la co-animation et c'est Hanouna. Ce sont les trois, effectivement, qui... Écoutons-le, justement, Cyril Hanouna, puisqu'il répondait d'une certaine manière à cette séquence au Sénat hier. Il était chez Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure. Moi, je ne fais pas de politique, monsieur Elkabbach. Et là, je pense que c'est juste, c'est des manœuvres politiques. C'est normal, qui s'en prennent à Marlène Schiappa, au gouvernement. Moi, je ne fais pas de politique. Je ni à droite, ni à gauche, ni au milieu. Non. Nous, ce qu'on essaie, c'est juste d'être citoyen. La politique, elle est ouverte à tous les citoyens. Aujourd'hui, on est dans une période de crise. Et je vous le dis, nous, on a été les premiers sur notre plateau à faire venir des Gilets jaunes et à voir l'ampleur des mouvements des Gilets jaunes. Et c'est pour cette raison que Marlène Schiappa s'est tournée vers moi, puisqu'elle m'a dit « Tu as été le premier à voir que les Gilets jaunes allaient être un mouvement d'ampleur. » Non, mais la vraie question, Christine l'a très bien posée tout à l'heure, c'est pourquoi, précisément, ce mouvement des Gilets jaunes est allé taper à la porte de Cyril Hanouna. Ça, c'est une vraie question.
non, c'est une émission qui marche, une émission qui est regardée en plus par un public assez populaire, donc on peut penser par les Gilets jaunes. Moi, je vois pas en quoi ce serait choquant qu'un ministre aille dans cette émission. Les Gilets jaunes y vont, c'est parfait, c'est logique quelque part qu'on leur réponde. Le seul point, on l'a déjà dit, on est tous d'accord là-dessus, c'est sur le rôle qu'elle aura, c'est-à-dire si effectivement elle était co-animatrice de l'émission. On n'est pas tous d'accord, pardonnez-moi, on n'est pas tous d'accord. Patricia Bab, elle n'est pas du tout d'accord pour qu'elle aille dans l'émission. Là, vous vous êtes endormi au début de l'émission. Je veux dire, je sais que vous vous levez tôt le matin, cher Gérard, mais vous avez piqué un petit roupillon. Je veux dire qu'on était tous d'accord sur le point précis que la co-animation posait problème. Oui. Je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que clairement, alors justement, elle n'est pas animatrice de télévision. Justement. Ça ne m'aurait pas gêné. Même sa présence. Justement. Alors pourquoi sa présence ne gêne pas? Il y a des Gilets jaunes, c'est normal qu'il y ait quelqu'un qui réponde. Pascal, vous aurez compris que lorsque Cyril Hanouna dit qu'il n'est ni de droite ni de gauche, vous savez ce que voulait dire le philosophe Alain lorsqu'on dit ça, c'est qu'on est de droite. Hein. Mais, non, Emmanuel Macron, il a dit qu'il est ni de droite ni de gauche. Ah oui, mais pas de la même manière que Cyril Hanouna. Mais moi, c'est la présence de Marlène Schiappa que je discute. Et j'entends souvent dans votre argumentation, Pascal, l'argument c'est l'époque. Et on a le droit de résister à la vulgarité. Alors vous avez parfaitement le droit de vouloir aller tout à l'heure, lorsque vous sortirez de cette émission, de prendre une calèche. Ça, vous avez parfaitement le droit. Vous avez le droit de vous chauffer au bois. Vous avez le droit de vous chauffer au bois. Vous avez le droit de vous habiller avec une redingote. Pascal, ça n'a rien à voir. Vous considérez que la dérive de la modernité est quelque chose d'indépassable et qu'il faut la justifier. Vous-même, Pascal, vous avez cité, mis en exergue Georges Pompidou qui citait Paul Éluard. C'est quand même une autre époque. Ça avait une autre allure. On va marquer une pause, mais nous sommes d'accord que depuis le dernier des Valois, tout va mal en France. Mais bon, c'est comme ça. Et Pascal, pour dire que le CSA, il décompte même les émissions de Cyril Hanouna. Mais bien sûr. Donc ça prouve qu'il peut parler de tout. Ah, mais lui, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Je voudrais qu'on nous dise simplement avant quoi? Avant 40? Avant la guerre de 14? Vous voyez par exemple les réseaux sociaux. Je fais juste une petite incise. Avec les réseaux sociaux, que franchement je les dénigre souvent, mais la guerre de 14, elle ne pourrait pas exister. Parce que les militaires, précisément, ils diraient ce qui se passe sur le front. Et ça s'arrêterait au bout de 2 jours parce que l'opinion publique dirait stop. Pascal, donc voilà. Vous n'êtes pas sérieux là. Non, pourquoi je trouvais que c'était bien. Moi, je le trouvais plutôt. Ah oui, non, mais bien. Il est paradoxal, mais je ne crois pas que la guerre de 14 aurait été arrêtée si on avait eu ce Twitter. Mais pour une raison simple, c'est que les réseaux sociaux, c'est une part d'opinion publique et elle pèse sur le réel. C'est ça que je veux dire. Et je suis le premier à les dénigrer. Tout à fait. Donc l'argument de modernité ne tient pas. Par exemple, dans le cas des réseaux sociaux, on voit bien le vivier le grand n'importe quoi que ça peut être des fois de haine, par exemple. On l'avait dit au début. Et donc vous êtes Est-ce qu'on peut avoir un débat serein? Bon, on va marquer en tout cas, une pause et vous voulez un petit jus d'orange peut-être pour vous réveiller parce que j'ai senti que vous aviez eu un début d'émission. Mais non, faut le dire aux téléspectateurs, on est entre nous. Vous vous levez à quelle heure, Gérard, le matin? Mes confrères, je me réveille à 4h50. Et ben il est normal qu'à 9h du matin, il y ait une petite un petit sandwich. C'est incroyable quand on est respecté. Bon, désormais, 4h50. Et pourquoi 4h50 et pas à 4h55? C'est à 51, c'est déjà trop tard, donc voilà. Il faut que je sois là à 5h30. Vous allez tout savoir. À tout de suite. À tout de suite. Nous évoquons ce matin la présence de Marlène Schiappa vendredi dans l'émission Balance ton poste. Christine Kelly sera présente sur le plateau. 22h vendredi. C'est à quelle heure? 22h vendredi. Ah, c'est pas à 20h30, parfois c'est en prime time. Oui, parfois ça dépend, mais là ça va être à 22h. Parce qu'il y a le handball, il y a le match de handball sur TF1 avant. Il l'a dit dans l'émission de Jean-Pierre Elkabbach. D'accord. Oui, une fois ça nous avait grignoté des parts de marché. Bon, Zineb, Philippe Bégère, Patricia Bab, Gérard Carrérou et Gérard Leclerc. Je vous propose d'écouter Marlène Schiappa. Elle était hier chez Laurence Ferrari sur ce débat national et puis également on lui a posé la question qui va animer. Ce grand débat national, c'est un débat qui concerne
toutes les citoyennes et tous les citoyens. Pas une certaine partie de la population déjà rompue à l'exercice du débat, mais l'ensemble des citoyens. Il y a beaucoup de gens qui regardent l'émission de Cyril Hanouna. Je crois qu'il faut les considérer et les faire participer aussi à ce grand débat. D'habitude, dans ces émissions, on est tous autour d'une table et, pardon l'expression, mais on s'engueule ou en tout cas on s'invective les uns les autres pour essayer d'avoir le dernier mot et de montrer qu'on a raison. Et là, on va essayer de ne pas faire ça, de sortir des postures et d'être vraiment debout, les manches retroussées. Bon, elle agace un peu, forcément, parce qu'elle sort elle-même un peu des codes, Marlène Schiappa. Mais quand elle dit... Vous l'aimez pas, manifestement, Patricia Balma. C'est pas ça. Un peu comme moi encore non. Non, mais vous avez le droit. Toi peut-être, vous peut-être, Philippe. Non, mais vous avez le droit. Non, mais c'est pas le cas. Je veux dire, j'ai pas de jugement de valeur. Elle a déclaré hier, je vais arriver avec mon paperboard et mes feutres Velleda. Bon, tout ça c'est bien. Elle est ministre de la République. Voilà. Et je le martèle. Mais c'est-à-dire que quand on est ministre de la République, on dit pas paperboard. Non, c'est alors, pas ça. si, c'est quoi alors? C'est pas ça. D'abord, on fait pas. C'est quoi, un feutre Véloda, vous avez dit? Velleda. Les gilets jaunes ne sont pas des élèves. Donc que l'on utilise pour un paperboard dans les agences de pub. D'accord. Parce que tout le monde va donner ses idées. Qu'est-ce qui vous choque là-dedans, au fond? Ce qui me choque, deux choses. Un, la saturation auquel les Français... Non, ça, c'est pas ça. Là, vous êtes de mauvaise foi. Quand vous dites paperboard, c'est pas la saturation. Qu'est-ce qui vous choque dans paperboard et Velleda? La désacralisation de la fonction de ministre également. Alors, ça, c'est intéressant. Je veux dire, alors, vous avez peut-être raison, d'ailleurs. Alors, elle a parlé aussi d'une façon moderne de faire de la politique. Pour moi, ce n'est pas ça. C'est de la com, mais c'est de la com avec des grosses ficelles de com. Non, mais j'entends le mot désacralisation. Je l'entends. Oui. Je trouve que c'est un mot juste, puisqu'effectivement, c'est désacralisé. Mais est-ce qu'il faut que est-ce qu'il faut que la politique soit sacralisée, c'est tout? Pas forcément, mais on ne la rabaisse pas. On ne se met pas dans cette situation dangereuse. Rabaisser, le mot est un peu fort. C'est dangereux. Elle se met en danger. Il faut qu'elle se mette au niveau du Ce n'est pas le moment. J'ai quand même envie de poser des questions techniques. Peut-être que vous pouvez nous aider à comprendre comment ça va concrètement se passer. Est-ce que ce sont des téléspectateurs qui vont téléphoner, qui vont envoyer des SMS, poser des questions? Parce qu'effectivement, elle dit je vais arriver avec mes paperboards, mes feutres et ça sera un atelier constructif, ou est-ce que ça sera un public qui sera présent? Est-ce que c'est des questions sélectionnées à l'avance? Excellente question. Dès ce matin, sur le site du Grand Débat National, il y a la rubrique Balance ton poste, où déjà tout le monde peut participer et envoyer ses questions. Deuxièmement, donc tout le monde peut participer. Grand débat citoyen. Il y a un public. Troisièmement, il y aura les chroniqueurs d'un côté qui ont des profils complètement différents, journalistes, politiques, anciens ministres, etc. Et on aura en face 5 intervenants autour de 3 thèmes. Premier thème, des questions économiques. Pouvoir d'achat, impôts, taxes. Deuxième thème, question sociétale. Âge de la retraite, professeur agressé, laïcité. Troisième thème, ça sera les questions démocratiques. Le RIC, le vote blanc, le salaire des députés. Autour de ces 3 thèmes, à chaque fois, il y aura 5 intervenants. Retraités, agriculteurs, infirmières, demandeurs d'emploi. Et à chaque fois, ces intervenants vont lancer leurs idées. Et elle, Marlène Schiappa, quel sera son rôle? Son rôle sera de dire, ce que vous dites, c'est complètement ridicule. Par exemple, de dire Macron démission. Elle va dire, bon, c'est pas possible. Voilà. Allons dans du concret, dans ce qui est possible. Son rôle sera un peu de garantir la cohérence démocratique des propositions. Hashtag HDPro, vous pouvez donner votre avis. C'est John Blacksad qui dit à l'époque, les gens disaient de Coluche exactement la même chose que vous dites aujourd'hui sur Hanouna. Vous avez juste mal vieilli. Retournez à votre époque et fichez-nous la paix. Mais non, mais nous, on dit du bien d'Hanouna. C'est ce qu'il dit. Bon, qui anime la question? Laurence Ferrari a posé. Qui anime la question a été posée par Laurence à Marlène Schiappa. Et puis on écoutera juste derrière ce que dit Cyril Hanouna. Ma volonté derrière ça, c'est de dire aux centaines de milliers de personnes qui regardent Cyril Hanouna, regardez, en fait, c'est simple de faire un débat, c'est simple de discuter et d'échanger sur la démocratie, la justice fiscale et de faire véritablement des propositions. Et on espère que les gens qui vont regarder cette émission, certains participeront et d'autres se diront, moi aussi, je vais créer mon atelier du grand débat. Bien sûr que c'est moi qui vais animer. Marlène Schiappa, elle va être là juste pour être la médiatrice entre les Français et le gouvernement. Bon, je pense qu'on a fait quasiment le tour. Moi, je vais vous dire. Je voudrais juste qu'on écoute Emmanuel Macron. Parce que finalement, c'est lui qui a tout dit. Et précisément, il l'a dit dans une émission de Cyril Hanouna. Un jour, Cyril Hanouna prend son téléphone et dit « Je vais souhaiter l'anniversaire à Emmanuel Macron ». Et regardez le réflexe immédiat de l'homme politique, Emmanuel Macron, qui prend le téléphone, la conversation, et écoutez ce qu'il dit. Oui. Je n'oublie pas en tout cas ce beau rendez-vous pendant la campagne quand vous aviez votre anniversaire et permettez-moi simplement de passer un message d'amitié à la fois à votre équipe et puis à tout votre public parce que
Je sais que la jeunesse vous suit et vous regarde. Merci, merci Président. Il n'est pas allé La phrase clé, c'est « Je sais que la jeunesse vous suit et vous regarde ». C'est la phrase clé. La seule émission du PAF. Hein. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, que vous avez parfois conseillé. Non. Jamais ? Jamais conseillé. C'est un ami, mais je ne l'ai jamais conseillé. Qu'est-ce qu'il dit ? Et moi, je l'aurais toujours rejoint là-dessus. Il dit « On ne peut pas diriger les Français si on n'aime pas Johnny Hallyday ». Ou en tout cas s'intéresser à... Bon, on ne peut pas diriger, être homme politique, si on vit dans son tonneau. Vous avez raison. Vous voyez ce que je veux dire ? Remarquez, alors, surtout aujourd'hui. Mais Pascal, entre le tonneau et l'adhésion au sentiment populaire, un peu, là je reprends démagogie, qui a peut-être un juste milieu. Emmanuel Macron, pardon, de l'extrait que vous venez de passer, très intéressant. Emmanuel Macron, effectivement, est dit que c'est une émission populaire et que les jeunes regardent. Il n'est pas venu sur le plateau se mettre en danger. Président de la République, pas non plus. Mais oui, justement. C'est sympa, cette intervention est sympa. Il parle avec Cyril Hanouna, il dit 2 mots et le tour est joué. Mais à l'époque, c'est un autre exercice. Quand vous avez une émission qui est consacrée au malaise actuel, les gilets jaunes, etc., qu'il y a beaucoup de gilets jaunes qui seront là, je trouve, mais ce serait même étonnant que le gouvernement soit totalement absent, qu'il n'y ait personne pour répondre. Bien sûr. C'est aussi bête que ça. Là, pour le coup, puisque maintenant le mot à la mode, c'est le mépris de classe. Là, ce serait un signe de mépris de classe de ne pas venir parce que c'est une émission populaire. Pascal, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point il y a une scission par rapport à la politique. Les députés à l'Assemblée nationale, record d'abstention. On va voir aux européennes comment ça va se passer. Il y a une grosse scission avec la politique. La politique a perdu de sa splendeur. L'émergence même des gilets jaunes, comme le dit Marlène Schiappa, c'est aussi la rupture avec la politique. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une rupture dans les médias ? Je suis d'accord. Je vous signale quand même que j'étais enfant, mais Giscard allait chez Daniel Gilbert jouer de l'accordéon dans une émission qui s'appelait, je crois, Midi de Première. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais vous dites c'était ridicule. Il a été élu président de la République. Pascal Gérard Leclerc dit on pourrait déjà se contenter d'écouter les gilets jaunes. Premier point. On les écoute. Non, mais je veux dire, on n'aime pas la violence, mais on la écoute contradiction de la part d'un ministre n'est pas obligatoire. Deuxième élément, ce qui me choque sur le fond de l'émission, c'est que le président de la République fait à l'heure actuelle des débats tout à fait passionnants qui montrent qu'il est encore dans l'incertitude des conclusions qu'il donnera. Et on vient emmener un ministre auprès d'Hanouna qui devra dire voilà, ça c'est juste, ça c'est... Mais ça ne sera pas son rôle. Ça sera pas son rôle. On va conclure parce qu'on a un peu de récusine. Ça sera pour récupérer, faire remonter les propositions. Bon, vous allez tous regarder déjà. Ah ben oui, bien sûr. Après la meilleure gouvernance, ceux qui ne regarderont pas auront tort. On regardera pour Cyril Hanouna, j'ajouterai... Bravo Patricia. Mais vous voulez être invité chez Cyril Hanouna, Patricia. Mais on vous invite tous. Alors, petite question. Juste un mot pour dire que Cyril Hanouna, il invite d'ailleurs tous ses détracteurs, si vous l'êtes, ce soir dans son émission. Moi, je ne le suis pas depuis le début. Et j'ajouterai une chose. Vous ne pensez pas qu'on est quand même dans une période de débat mania ? Il y a une ampleur de... Attendez. Ah, vous ne voulez plus débattre ? Non, mais c'est pas ça. Mais on fait que ça le matin, vous voulez qu'on ferme l'émission ? Non, mais si vous voulez, je vous invite plus, Patricia. Non, mais ça, alors ça, vous êtes extraordinaire. Si vous voulez, ne venez plus débattre. Alors ça, vous êtes extraordinaire. Vous venez tous les mercredis pour débattre et vous dites oh, il y a trop de débats à la télé. J'ai pas dit ça. Pascal, je parle de l'exécutif dans les débats. Vous, c'est votre rôle. Vous faites une émission de débat. Il y en a d'autres. Je dis simplement que pour l'exécutif, les gens ils veulent débattre. Entrer encore dans le débat. Ça a duré 3 mois jusqu'au 1er mai. Il y en a pour 2 mois. Il y en a pour 2 mois. Heureusement. Zineb, déjà, moi, je reviens à ce que je disais au début. Je me pose la question sur le bien fondé de consacrer une émission de grande audience à une catégorie de la population qui n'est pas nommée, mais dont on préjuge qu'elle ne vote pas, qu'elle s'intéresse à rien, qu'elle ne comprend que le ton de Cyril Hanouna, faut pas exagérer non plus, personne ne dit tout à fait ça. Et je pense que tout le monde est capable de passer par les mécanismes classiques du débat. Et d'ailleurs, le débat est facultatif, disons-le. Il reste facultatif et je comprends tout à fait. Sauf que les jeunes ne regardent plus les émissions politiques. Les jeunes ne regardent pas. Les jeunes ne lisent plus les journaux que nous lisions. Ma génération, quand on lisait le journal, on achetait Le Monde à 17 ans en sortant de la fac. Aujourd'hui, plus personne. Ils ne votent pas non plus, les
ils ne votent quel pas. intérêt de Il faut débattre donc si on ne essayer vote de pas, par trouver exemple. des moyens de s'adresser à eux. Moi, je trouve que Cyril Hanouna, qui pour moi incarne assez bien ce qu'on appelait autrefois l'esprit Canal, je trouve que, ou Coluche ou Canal, Cyril Hanouna, là, donne un moyen, une passerelle entre cette jeunesse un peu déboussolée quand même, qui aimerait bien savoir ce qui se passe. Je pense que l'émission, de ce point de vue-là, est une heureuse émission. Et Cyril Hanouna a précisé ce matin que c'était pas seulement les gilets jaunes, c'était l'ensemble des Français. Bien sûr. Bon. On a tout dit. Rendez-vous vendredi 22h. On a tout dit. C'est 8. Bon, on va parler, pendant quelques minutes, on va parler des nouvelles modalités, évidemment, du grand débat, flashball. On va parler de la dépénalisation des clients, dans la prostitution. Je me demandais ce que vous en pensiez. Parfois, je me dis, qu'en pense Philippe Bilger? Je me le demande, Pascal. Je me le demande, je suis incertain là-dessus. Ah bon, non, mais je veux dire, non, mais on a le droit d'être incertain, même dans un débat. Moi, j'aurais tendance à souhaiter le maintien de cette disposition, parce que je trouve que le client soit pénalisé. Tout à fait. Ouais, absolument. Oui, pénalisé. Oui, absolument. tout à fait. Bon. Oui. J'aurais tendance à, mais on en je parlera. suis tout à fait prêt à écouter ça, vous êtes les extraordinaire, arguments. ça, c'est quand même. Mais non, mais Pascal. Mais le client On ne les donne pas les PV. C'est la morale, quoi. crée la demande. Non, c'est pas du tout la mais non, morale. On les donne pas les PV en plus. Vous voulez qu'on en parle tout de suite? Parlons-en tout de suite. Alors, en France, Allez, on en parle tout de nous avons suite. traditionnellement ici, et je m'en félicite, une position abolitionniste sur la prostitution, qui consiste à ne pas pénaliser, à ne pas combattre la prostituée, mais la prostitution en tant qu'institution qui existe aussi avec le client, qui finalement participe à une industrie. Parce qu'en fait, cette image de la prostitution qui consiste à dire c'est des femmes libres qui l'ont choisi, qui font ça comme un métier, comme un autre, c'est faux. Lorsque vous trouvez une prostituée, il y a toujours un réseau, il y a toujours un MAC derrière, il y a toujours... Pas toujours, mais les exceptions ne font que confirmer la règle. C'est une industrie qui exploite le corps des femmes. C'est une industrie qui génère beaucoup d'argent, et effectivement contribuer à avoir un acte sexuel tarifé, c'est contribuer à cette industrie, et c'est important de le prendre en compte. 2 secondes pour que je mette bien le débat en place. Il y a 3 ans, donc, adoption de la loi visant à pénaliser les clients de prostitution, et le Conseil constitutionnel a examiné hier un recours déposé par les associations et travailleurs du sexe. Vous me suivez? Justement. Attendez. Vous me suivez, parce que je veux qu'on écoute Anaïs, parce qu'Anaïs, elle était hier sur notre plateau. Et Anaïs, je ne l'appelle qu'Anaïs, puisqu'elle est connue sous ce nom, elle est porte-parole du STRAS, qui est donc le syndicat des travailleurs du sexe. Et elle combat la pénalisation. Et évidemment, elle ne dit pas qu'il y a des réseaux derrière. Elle était hier soir sur notre plateau. Je vous propose de l'écouter, et vous allez pouvoir rebondir, Patricia Balma. Concrètement, on a de moins en moins de clients qui deviennent de plus en plus exigeants parce qu'ils savent qu'ils sont en position de force, qui vont négocier les tarifs et les pratiques. Donc on a une augmentation des violences, des contaminations, des problèmes de santé. Et on a aussi un départ vers des intermédiaires, c'est-à-dire que les gens qui ne peuvent plus travailler seuls pour avoir assez de clients et de chiffre d'affaires se retournent donc vers des intermédiaires pour avoir des clients. D'où, par exemple, faire appel à des agences, aller travailler dans des salons. Donc en fait, on crée un nouveau système de proxénétisme. Des gens qui étaient auparavant indépendants se retrouvent à devoir bosser pour des personnes tierces et donc verser une partie de leurs revenus. Donc la loi a raté en fait l'objectif qu'elle avait, puisque l'idée était de nous protéger. Concrètement, elle nous a mis en danger et elle a créé de nouveaux réseaux. Alors, la décision du Conseil constitutionnel est attendue le 1er février. Patricia. Alors, comme on ne peut pas avoir des avis sur tout, je n'ai pas d'avis personnel sur ce sujet. Et ce que vous avez fait de formidable, et ce qu'il faut faire, c'est poser la question à ce qu'on appelle les travailleurs du sexe, qui sont les prostituées. C'est à elles de répondre et de se prononcer sur ce sujet. Elles sont contre la pénalisation, par définition. Mais excusez-moi, là c'est un syndicat. La majorité des travailleurs de sexe dans ce pays, ce sont des gens qui sont arrivés là par des réseaux de traite des blanches. Non, c'est pas le cas. Il ne faut pas véhiculer l'idée qu'être travailleur du sexe, c'est être travailleur tout court. C'est quand même, il y a énormément de misère humaine qui se cache derrière. Vous avez raison. Il y a une partie, vous avez raison, mais pour avoir un peu travaillé
et je veux dire de loin, hein, bien évidemment, hein, ne vous méprenez pas sur ce que je dis, et pour avoir beaucoup parlé avec Anaïs hier, qui était sur notre plateau. Formidable. Vous l'avez vu hier, c'était vraiment très intéressant, et les choses sont infiniment plus nuancées que vous le dites, forcément. Et il y a beaucoup d'escortes, notamment aujourd'hui, qui sont par un système de petites annonces, qui sont des jeunes femmes indépendantes et qui ne sont pas dans un réseau. Alors Pascal, en fait, je continue à être incertain, mais il n'empêche qu'un argument qu'on utilisait beaucoup pour éluder toute réglementation à propos de ce travail du sexe. D'ailleurs, la formule, bon, enfin bref, faire du sexe un travail, ça devient un peu préoccupant. Mais elles se définissent comme ça. Écoutez-les, là. D'accord, Pascal, mais je me permets de plaisanter en disant j'espère que je ne considérerai jamais pour ma part que le sexe est un travail. Mais je voulais dire, l'argument qui justifiait l'absence de réglementation, notamment pour la prostitution, c'était le fait de dire qu'il fallait permettre aux citoyens de s'abandonner à ses pulsions parce que par ailleurs ça éviterait les transgressions criminelles. Or, c'est le contraire qui se produit. On a une multitude de transgressions, de viols, d'agressions sexuelles, malgré l'apparence... C'est pas lié à ça. Souvent commis sur c'est pas lié au fait que les prostituées n'existent ou pas. C'est la société peut-être qui bouge, mais le rapport de cause à effet que vous mettez n'est pas juste. Mais je ne mets pas de rapport de cause à effet. Je dis que c'était un argument à l'époque pour maintenir ce laxisme, c'est fondamental. Moi, j'ai envie de dire, c'est aussi le plus vieux métier du monde. Je pense qu'il faut l'encadrer. Par exemple, elle nous disait hier qu'en Nouvelle-Zélande, c'est très encadré. Dans d'autres pays aussi, et qu'il y a une forme d'hypocrisie, c'est ça que je souligne. Marc Richard a fermé les maisons closes en 1947. Bon, voilà. De les envoyer dans la rue. Moi, je trouve que c'est peut-être un bon compromis de pénaliser, de pénaliser le client, parce que la bonne solution, on ne peut pas la trouver, mais concrètement, on s'est rendu compte que les amendes ne sont pas vraiment données. Très peu d'amendes sont données. Et c'est impossible. Donc, justement, ça permet un certain équilibre. Et petite parenthèse, on a traité ce sujet un jour dans Balance ton poste avec des prostituées et avec des pour, des contre, et ça fait partie des sujets. Alors, donc vous êtes pour résumer, vous êtes pour. Je suis pour la pénalisation du client. Moi aussi. Et non pas du travailleur. Philippe, vous êtes incertain. Moi, à la limite, si vous me demandez un avis tranché, pour une fois, je dirais que je suis pour. Mais vous êtes pour pénaliser tout par définition, vous êtes dans un magistrat. Vous, c'est votre job de pénaliser. Ça fait rentrer des affaires. Comment pouvez-vous dire une absurdité pareille à mon sujet? Ça fait 2 fois. Alors que la liberté d'expression, je ne veux pas qu'on la pénalise. Bon, elle est fondamentale. Bien sûr. Non, mais absurdité, c'est trop dire. Mais non, vous ne pouvez pas en dire par définition. Vous avez bien compris que c'était du second degré. Bon, donc vous êtes pour. Christine. Pour la pénalisation, ça fait 3 pour quand même. Gérard, sur le principe, j'étais pour, mais comme j'entends les arguments en sens inverse, j'avoue que je ne sais plus. Voilà. Ah, ça, c'est votre côté 68 art qui revient. Non, au contraire, c'est le côté génération. C'est que j'écoute. J'écoute les professionnels du sexe, puisqu'elles s'appellent comme ça, qui disent que justement, ça se retourne contre elles. Donc j'entends leur argument. Bien sûr, elles ont perdu 75% d'abord de clients, donc ça, pourquoi pas. C'est pas le meilleur argument, mais ce qu'elle a dit très justement, sur la violence, les clients sont plus violents, parce qu'ils sont dans un rapport de force différent. Et l'industrie du sexe, il ne faut pas oublier qu'il y a une industrie derrière, rappelons-le, parce que moi je suis quand même choquée qu'on parle de la prostitution comme si c'était un métier qu'une petite fille peut choisir comme une vocation. Tout le monde ne subit pas. Il y a beaucoup de misère derrière. Il y a des gens qui ne subissent pas, mais ils sont une minorité qui confirme quand même la laide réalité de l'industrie du sexe. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. La majorité, la globalité. Je te rappelle aussi qu'il y a quand même, hélas, des femmes qui le font aussi pour nourrir leurs enfants. Et c'est une tragédie. Donc c'est une misère, c'est aussi de la misère, bien sûr. C'est pourquoi... Moi, ce que j'aime pas, c'est la morale. Et l'hypocrisie. C'est ça que j'aime pas. Mais je suis d'accord. C'est pour ça que je suis pas professeur de morale. C'est pour ça que c'est aux prostituées de se prononcer sur le sujet. C'est à elles que revient la parole, pas à nous. Nous, on est dans un fauteuil à l'aise et tranquille. Bon, donc vous êtes pour sont des femmes. Mais je dis, c'est à elle de se prononcer. Ah oui, mais il n'y a que des pour. Et Gérard Carrero. Moi, je suis contre. Moi, je pense qu'il y aura toujours. C'est aussi vieux que le monde, la prostitution. Oui, bien sûr. Il y aura toujours. Alors, le côté moral, on peut toujours effectivement se donner bonne conscience en disant, moi, je suis contre. Et donc, tout ce que. Moi, je crois que le principal combat, c'est contre les filières.
des filières qui amènent en France des filles d'Europe centrale, de Russie, d'Afrique, etc., qui sont traitées de même. Il y a eu des documents là-dessus, télévisés, des bouquins, etc., des reportages, des grands reportages. On voit la façon dont ça se passe et je trouve que la lutte contre ces réseaux de proxénétisme qui viennent à l'étranger, etc., il n'y a pas assez véritablement d'action contre ces réseaux. Pour le reste, alors pénaliser, donner une amende de 50 €... Le client, il achète la misère d'une femme. Allez, on marque une pause et si vous voulez continuer encore sur ce débat, qu'elle a encore une chose à dire. Allez, à tout de suite. Il serait humain de la À tout de suite.